un homme d'État, c'est quatre vertus. D'abord, anticiper. Ensuite, décider. C'est un homme d'âge et de taille à assumer le poids de l'État. Ensuite, résister. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions difficiles, dans la tourmente, s'y tenir, les imposer. C'est quelqu'un qui croit en ses valeurs. C'est fondamentalement l'exemple même de l'humanisme. Et ensuite, appliquer. Je ne pense pas qu'on puisse être catalogué comme homme d'État si on n'a pas vraiment dirigé l'État. Je ne vois pas de grand homme d'État qui n'ait pas longuement mûri les enseignements de l'histoire. Si, comme on le dit, le caractère et le courage, parfois la chance et l'humour forgent les hommes d'État, ils sont un certain nombre d'hommes et de femmes au-delà des frontières de l'Europe et de par le monde à avoir rencontré l'histoire, souvent, il faut le dire, dans des circonstances dramatiques. 1948. Un nouveau pays voit le jour, Israël. En 70 ans, ce petit pays du Moyen-Orient a compté parmi ses dirigeants 2 hommes et une femme d'État. David Ben-Gourion, bien sûr, infatigable artisan de l'indépendance, Golda Meir, qualifiée de grand-mère d'Israël, et Yitzhak Rabin. Celui-ci, devenu Premier ministre en 1992, lance à Oslo un processus de paix avec Yasser Arafat, le leader palestinien. 1 an plus tard, à Washington, le monde entier le découvre serrant la main de son ennemi sous le regard du président américain Bill Clinton. Yitzhak Rabin, c'était un faucon, il ne faut pas l'oublier. C'était un général. Il a mené des guerres et c'était un général très dur. Il bascule en politique et petit à petit, il fait le chemin et il comprend que la seule voie, le seul avenir pour Israël, c'est de négocier et de conclure une paix durable en acceptant, bien entendu, un certain nombre de concessions et notamment la création d'un État palestinien. Et il affirme haut et fort, mettant d'ailleurs sa vie en péril. Si les accords de Yalta, Rabin et Arafat, aux côtés de Shimon Peres, le prix Nobel de la paix, ils attisent aussi la haine et la colère des extrémistes israéliens. Yitzhak Rabin est assassiné en plein meeting le 4 novembre 1995. Cette mort violente contribua aussi à construire sa stature d'homme d'État. Et quand Rabin disait « Je combattrai le terrorisme », comme s'il n'y avait pas de processus de paix, mais je poursuivrai le processus de paix, comme s'il n'y avait pas de terrorisme. C'était d'une intelligence et d'un courage impressionnants. Nelson Mandela, autre prix Nobel de la paix, entre de plein pied dans le club très fermé des hommes d'État lorsqu'en mai 1994, il devient le premier président noir de la République d'Afrique du Sud. Héros de la lutte anti-apartheid, condamné à 27 ans de bagne et de travaux forcés, il avait refusé à plusieurs reprises sa libération pour rester fidèle à ses convictions. Mandela, c'est vraiment l'incarnation de l'homme d'État. Et son projet, c'était de lutter contre l'apartheid et de réconcilier les Blancs et les Noirs. Anticiper. Résister. Il n'y a pas d'homme qui ait davantage résisté. Décider, puisqu'ensuite il a été élu président de la République. Et appliquer, en disant on va réconcilier tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment la grande figure de l'homme d'État de ces 50 dernières années. S'il est coutumier de dire que derrière un grand homme se cache souvent une femme, il est aussi juste de constater qu'elles se sont souvent imposées d'elles-mêmes à la toute première place, démontrant ainsi qu'un homme d'État peut aussi être une femme d'État. Pendant des siècles, comme vous le savez, le système politique de la plupart des pays n'a pas porté au premier rang les femmes, n'offrant pas une galerie de femmes d'État numériquement équivalente à celle des hommes. Vous avez Élisabeth, évidemment, vous avez Catherine II de Russie, qui a des dessins simples et qui les sert sans tendresse et avec une détermination évidemment hors de pair. Voilà 2 exemples qui me paraissent s'imposer à l'attention. Même Catherine de Médicis, parmi toutes les horreurs des guerres de religion, a servi des dessins à la fin du XVIe siècle qui méritent d'être considérés. Si le passé lointain a vu surgir des femmes d'État,
L'histoire immédiate n'est pas en reste, mais elles sont tout de même, il faut le dire, des exceptions dans le paysage politique. Il y a moins de femmes parce qu'il y a moins de femmes à la direction des affaires politiques de nos États. Le machisme est toujours là et il a été là plus encore. Alors en effet, Golda Meir, incontestablement, une femme de pouvoir, et elle aussi affrontée à des problèmes intérieurs et extérieurs considérables, et qui sait les résoudre avec une poigne, une vigueur et une vision permanente. Donc, est-ce que Golda Meir, par exemple, a été une femme d'État? J'aurais tendance à le dire. Et puis plus récemment, nous avons Mrs. Thatcher. Mrs. Thatcher, je la classerais volontiers comme une femme d'État, à partir du moment où elle répond à la plupart des critères, sauf l'humour. Elle ne me paraît pas avoir beaucoup d'humour. Mais avoir des idées simples, servir par exemple la doctrine du libéralisme à tout crin, contre l'idée que l'État peut utilement intervenir. Longueur du règne, mutation de l'économie, dureté du personnage, sa férocité, et aussi une férocité terrible, parce qu'elle est devenue une férocité sociale. Elle a transformé complètement l'économie du pays. Il faut quand même aussi, on ne peut pas ignorer, avec le recul du temps, il est honnête de le dire, qu'elle avait hérité d'un pays qui était totalement failli, laissé par les travaillistes anglais à la fin des années 70. We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back. Elle a passé la paille de fer le pays. Il y a des cicatrices en reste, mais elle a donné une nouvelle forme économique à son pays et on le voit bien aujourd'hui. D'une certaine manière, ses successeurs, y compris travaillistes comme Tony Blair, ont poursuivi les grandes lignes de la politique thatchérienne. Je sais que François Mitterrand disait d'elle qu'elle était un homme d'État, si j'ose dire, qu'elle était une femme d'État, parce qu'elle avait très bien en tête les intérêts de son pays et les intérêts au-delà. Plus près de nous, en Allemagne, Angela Merkel, chancelière depuis 2005, a été désignée à plusieurs reprises comme la femme la plus puissante du monde. Forte de cette reconnaissance, elle a imposé à son pays une politique d'ouverture des frontières à l'immigration qui n'a pas manqué de l'affaiblir, y compris dans son propre camp. Angela Merkel est une excellente chancelière. Ouvrir ses frontières aux réfugiés syriens, accepter 1 million de personnes, c'est un geste d'homme d'État. C'est un geste très risqué. C'est un geste qui fait affronter tous les autres pays européens. C'est un geste qui la met en déséquilibre politique même par rapport à son peuple, au point d'ailleurs que dans les élections qui suivent dans les Länder, elle est sanctionnée politiquement. Je pense que cette femme est suffisamment intelligente pour savoir le risque qu'elle court. Mais elle a une vision de son pays qui fait qu'elle pense que c'est une nécessité de le faire. Ça, c'est un geste de femme d'État. Je pense que Angela Merkel a construit ce que peut être aujourd'hui un homme d'État. Elle a, progressivement sa capacité politique, battre Gerhard Schröder, puis s'installer, puis construire des coalitions, sans jamais abandonner ses lignes politiques. Et la question des réfugiés est une question aussi discriminante. Elle suit sa ligne, contrairement aux pulsions de l'opinion publique, contrairement peut-être aux impulsions médiatiques. Et donc là, je trouve qu'elle a construit sa dimension et finalement, elle est devenue femme d'État par l'expérience, plus que par les circonstances. Mais revenons en France. Ce vieux pays machiste est-il dépourvu de femmes d'État? Apparemment, oui. À une exception, peut-être, Simone Veil. En 1974, ministre de la Santé, elle a ardemment et courageusement imposé la loi qui légalise l'interruption volontaire de grossesse. Elle a affronté alors avec sang-froid et retenue un hémicycle composé essentiellement d'hommes, certains hostiles, parfois même insultants. Si le législateur est appelé à modifier les textes en vigueur, c'est pour mettre fin aux avortements clandestins qui sont le plus souvent le fait de celles qui, pour des raisons sociales, économiques ou psychologiques, se sentent dans une telle situation de détresse qu'elles sont décidées à mettre fin à leur grossesse
dans n'importe quelles conditions. Présidente du Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel, Simone Veil fut longtemps la femme préférée des Français. Elle fut couverte d'honneur. Mais ce fameux rendez-vous avec l'histoire, ne s'est-il pas présenté? L'a-t-elle raté? Ou tout simplement, n'en a-t-elle pas voulu? Rien ne me permet aujourd'hui de dire que Simone Veil aurait été une femme d'État. Naturellement, elle a eu le courage de mener ce combat sur l'avortement. Son courage personnel, son attitude personnelle, dans l'histoire qui est la sienne, est peut-être plus admirable que son parcours politique. Son parcours politique est exceptionnel. Son parcours personnel est le parcours d'une très grande dame. C'est une grande dame. Elle n'a pas eu les possibilités d'être une grande dame d'État, peut-être. Avec toutes les qualités déjà énumérées, il en est une autre que l'homme d'État doit ou devrait posséder par essence, la culture. De tout temps, la culture a été l'apanage de nos gouvernants qui, en devenant mécènes, privés ou publics, au gré des régimes, ajoutaient à leur prestige. Certains se sont même révélés de véritables écrivains comme Clémenceau, le général de Gaulle ou François Mitterrand, que ce soit dans leurs ouvrages, leurs interventions télévisées ou leurs discours. Je n'imagine guère qu'on puisse définir un homme d'État sans qu'il ait à sa disposition l'éloquence et l'écriture. Prenez de Gaulle, qui n'a pas cessé toute sa vie dans les turbulences d'un destin vraiment hors de pair, de resituer les instants de ce qui survenait dans le flux de l'histoire longue. Prenez Georges Clémenceau, d'une culture qui stupéfie quand on la compare à ce que peuvent savoir un certain nombre de nos contemporains qui sont au pouvoir. Mitterrand avait, je crois, aussi le souci de resituer son action dans la durée. C'était un homme de culture, un homme qui aimait la littérature. Un homme d'État, à mon avis, doit aimer les romans, puisque, dans le meilleur des cas, sa vie devient un roman. J'écris quand j'ai envie d'écrire, sur le sujet qui, sur le moment, m'inspire, étant entendu que je rejette de temps à autre les sujets les plus importants ou qui me passionnent le plus, parce que je me dis un jour, j'écrirai mieux et plus sérieusement sur ce sujet. La parole est une arme. Pourquoi? Parce que le verbe, la parole, résume. Et la parole donne à voir. C'est ça la force aussi. Churchill, ça donne à voir. De Gaulle, ça donne à voir. Mitterrand, à ses grands moments, ça donnait à voir. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Je forme ce soir des vœux pour vous tous, en m'adressant d'abord à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont loin de chez eux. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Vive la République, vive la France. Regardez Obama. Obama est un immense Clinton. Formidable, formidable. Et les autres, Bush, c'était pathétique. Eh bien, la pensée aussi était pathétique. C'est-à-dire, quand même, c'est pas par hasard qu'on a les mots qu'il faut. C'est qu'on a compris et que la pensée est forte. Le mot juste ne vient pas par hasard. Imaginez Clémenceau, De Gaulle ou Churchill demandant à des nègres, comme on disait autrefois encore, d'écrire à leur place. Est-ce que vous imaginez que De Gaulle aurait pu faire appel à une plume quand il a fait ce discours qui a entièrement renversé la situation? Vous savez, où il parlait du carteron, d'un groupe d'officiers. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif. C'était des mots qui étaient les siens et que chacun sentait comme étant les siens, qui étaient intimement liés à sa personnalité. Il faut une capacité de pédagogie démocratique
Et il n'y a pas de pédagogie démocratique sans élaboration de la pensée par celui qui l'exprime. Et c'est par le discours qu'on fait partager sa conviction. C'est par le discours qu'on entraîne le peuple. C'est par le discours qu'on prend ses responsabilités. Et ce discours, on le fait en regardant ses concitoyens dans les yeux. Mais ce discours, il doit être clair, précis. Et encore une fois, on sait d'où on vient et l'homme d'État vous emmène là où on doit aller. Depuis la nuit des temps, des pyramides au Parthénon, ce qui fonde aussi l'homme d'État, ce sont les traces architecturales qu'il a laissées. Beaubourg, la Grande Bibliothèque ou le musée du Quai Branly à Paris, tout président de la République se doit d'être à l'origine d'un ouvrage pour la postérité. Si vous prenez Georges Pompidou, il a mis au cœur de Paris, dans les entrailles, le ventre de Paris, à côté des Halles, le musée d'art contemporain. Ça dépasse toute l'œuvre politique de Pompidou. Pourquoi ? Parce qu'il a compris la dimension culturelle. Giscard aussi, le musée d'Orsay, François Mitterrand, il nous en a mis partout. Parce qu'il avait, à mon avis, conscience du caractère éphémère des réformes, mais de la pérennité de son personnage à travers une œuvre architecturale. Chirac, il a quand même fait le musée des Arts Premiers, du Quai Branly, ce qui montre aussi ce qu'était sa représentation du monde d'une certaine manière, et qui s'est traduit d'ailleurs par des discours sur ce terrain-là. Regardez nos 2 derniers présidents de la République. Il ne restera aucune trace architecturale ou culturelle forte. Ça prouve qu'ils n'ont pas une vision de l'histoire absolument nécessaire pour être un homme d'État. Il est intéressant de réfléchir à ce qu'un homme d'État lui-même peut apporter dans la constitution de sa légende et de son installation comme homme d'État dans la mémoire collective. Clémenceau et De Gaulle sont absolument opposés à cet égard. Clémenceau, après avoir été qualifié de père la victoire, après l'armistice, occupe sa retraite à être amoureux, octogénaire amoureux, à écrire des livres sur Démosthène ou sur Monet, et refuse les propositions en or que lui font des éditeurs américains d'écrire ses mémoires. Alors que De Gaulle, à peine arrivé dans la retraite, commence à sculpter sa propre statue. Pas principalement par narcissisme, pas uniquement par narcissisme, mais parce qu'il pense que raconter les choses, mémoire de guerre, mémoire d'espoir, permettra aux générations futures de se saisir de ce qu'il a fait pour en nourrir de nouvelles ardeurs. Autrefois, le président de la République pouvait inscrire son action dans le long terme. Il faut laisser du temps au temps, aimait à répéter François Mitterrand. Aujourd'hui, la tyrannie de l'instantané, l'emballement du temps politique, les sondages à tire-larigot, l'accélération de l'actualité mondiale, les chaînes télévisées d'information en continu, les tweets compulsifs font que l'homme politique réagit plus qu'il n'agit. C'est une vraie question de savoir s'il y a encore une place pour les hommes d'État dans ce monde médiatico-sondagier où tout est dans l'instant, où chaque décision est oubliée parce qu'il y en a une autre qui arrive derrière, un problème aussi en efface un autre. Le pilonnage des sondages est terrible parce que dès que vous levez le petit doigt, vous avez évidemment des gens qui sont contre. Enfin, vous savez, quand vous pouvez faire sur Twitter ou Facebook une motion de défiance en quelque sorte d'1,5 million en 2 jours, tout est possible. Et chaque fois qu'un dirigeant s'engage, il se dit, est-ce que ma coalition va tenir? Est-ce que je vais avoir un recours constitutionnel? Est-ce que ça va déclencher des manifestations dans tous les sens? Est-ce que je suis maître de tout ça? Donc tout ça, c'est énormément compliqué. Donc on voit bien que si on applique nos définitions classiques de l'homme d'État, c'est quand même, indépendamment de la qualité réelle des gens, des hommes et des femmes qui dirigent, c'est quand même de plus en plus compliqué, de plus en plus périlleux. Sauf si, précisément, l'homme d'État d'aujourd'hui, c'est celui qui avance malgré tout ça. J'étais pour la première fois ministre au début des années 80. Au départ, vous aviez, quand vous étiez ministre, du temps pour préparer les décisions, donc l'anticipation, un certain temps pour les prendre, et vous pouviez vérifier l'application, et la dimension internationale n'était pas très importante. Aujourd'hui, un ministre, il faut qu'il prenne tout le temps des décisions. Il a peu de temps pour les préparer.
Il y a la pression médiatique constante, comme il faut délivrer une livre de chair tous les jours pour les journaux télévisés et les chaînes permanentes. Vous avez la dimension internationale tout le temps. Donc c'est une autre fonction. Et cette fonction-là requiert des hommes d'État ou apprentis hommes d'État ou apprentis femmes d'État encore plus de force. On est en train d'avoir une démocratie d'opinion, avec des opinions qui varient, qui fait que pour devenir un homme d'État, il va falloir s'opposer à cette facilité de la tyrannie, à cette facilité de la politique par Internet, et qu'il faut la durée. Or, parallèlement à ce phénomène, nos institutions n'assurent plus la durée au président de la République. Et ça, c'est un drame, parce que 5 ans, c'est extrêmement court pour arriver à parler, à agir et à conclure. On peut défendre l'idée qu'un président est plus libre, donc potentiellement plus courageux, s'il n'est pas obligé de manœuvrer sans arrêt en vue de sa réélection. À cet égard, on peut estimer qu'en France, que l'instauration du quinquennat n'est pas probante et qu'il faudrait revenir au septennat, en tout cas un septennat non renouvelable. On attend toujours beaucoup d'une élection et on est toujours déçu. Donc la démocratie est une machine à fabriquer des déceptions. C'est un des premiers maux de la démocratie. Le deuxième mal de la démocratie, c'est que l'homme d'État démocratique d'aujourd'hui a un mandat. Le mandat, c'est 5 ans, 4 ans aux États-Unis, donc c'est court, alors que les réformes demandent du long terme. Et donc il faut avoir en soi une extraordinaire vertu, c'est-à-dire courage, pour aller au-delà de la fin de son mandat, parce qu'on met en risque sa réélection. Donc vous voyez, il y a un lien entre la réalité, le mensonge et le temps. Et l'homme d'État véritable, c'est celui qui essaye de se tirer de ces contradictions. Naturellement. Les sondages, les réseaux sociaux, mais les sondages et le reste, ça fait partie de la même analyse qui est que on ne considère plus que la démocratie représentative soit aussi légitime qu'avant, en tout cas aussi durablement légitime. Il se passe assez peu de temps. Vous connaissez l'expression l'état de grâce. Il est de plus en plus court, l'impression qu'il n'y en a plus d'ailleurs, à certains moments. Donc on a élu quelqu'un, mais déjà je m'en méfie, vous voyez. Société de défiance. Peut-être que l'homme d'État d'aujourd'hui, c'est celui qui arrive à avancer malgré ça. Malgré les efforts de l'ensemble des Lilliputiens qui veulent le ligoter à chaque instant. Les bouleversements de l'histoire, comme la chute du mur de Berlin, les conflits internationaux ou les crises internes, sont-ils les seuls à révéler des hommes d'État ? Aujourd'hui, la défiance vis-à-vis des dirigeants, l'accélération du temps politique et sa surmédiatisation ne sont pas propices à l'apparition de grands leaders. Alors y aura-t-il dans les nouvelles générations des hommes ou des femmes de caractère et au courage trempé qui, au-delà de la démagogie, sauront et pourront préserver le long terme sans être aussitôt taxés d'immobilisme ou de passivité ? Ce défi, ajouté aux contraintes inhérentes à l'engagement politique, rebute nombre de postulants. Ça veut dire que dans beaucoup de nos familles françaises, européennes, occidentales, ceux qui se destinent à la politique, ce ne sont plus forcément les gens les plus exceptionnels d'une famille. Aujourd'hui, un jeune et même un moins jeune qui se lance dans la politique, il pense à créer une entreprise, il pense à faire du business, il pense à aller dans la finance internationale. Ils pensent moins à la politique, donc peut-être même que dans le recrutement du personnel politique, on recherche moins ces qualités un peu extraordinaires, qu'il s'agit plus de la gestion des affaires courantes. La politique aujourd'hui, ce n'est plus une vocation, ce n'est plus une mission, et ça définit aussi l'homme d'État, c'est une carrière. Donc ces hommes-là font de belles carrières politiques. Ils ne font pas des carrières d'hommes d'État. Jamais ils n'ont été engagés dans leur existence. Vous pourrez me dire que François Mitterrand, il a fait une carrière exclusivement politique. Sauf qu'il a traversé la guerre et il a traversé l'épreuve. Ces gens-là n'ont jamais traversé l'épreuve. Je suis convaincu que nous aurons des hommes d'État, des femmes d'État,
majeur dans l'avenir. Il y faut des circonstances et il y faut des personnalités qui sont portées par ces circonstances. Dans les temps calmes, cette émergence n'est pas forcément servie. Les grandes turbulences collectives sont au contraire très favorables. Vous jugerez si nous abordons des turbulences collectives ou non. Si oui, nous aurons des hommes d'État.